Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue sur votre chaîne RTFJ TV L'Enfant Jésus. Dans votre émission Face à Face, une émission spéciale avec une invitée spéciale. Nous aurons à parler de ce qu'elle est en train de faire. Elle va essayer de nous expliquer tout ce qu'elle est en train de faire, afin que tous ensemble nous puissions connaître notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va, ça s'est bien passé la journée. Mais ça a bien commencé. Oui. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Je tiens à vous remercier premièrement d'avoir accepté l'invitation. Ma toute première question que j'aurais à poser, parce que c'est vrai qu'il y a les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, qui est maman Gisèle Mandaïla? Bon, d'abord, je voulais aussi vous remercier pour cette invitation et vraiment vous saluer dans la paix du Christ. Et donc, je suis, comme je le disais d'emblée, agréablement surpris d'être dans vos studios. Et donc, qui je suis? Je suis Gisèle Mandaïla. Donc, je suis députée à la région bruxelloise. J'ai fut secrétaire d'État aux familles, aux personnes handicapées du gouvernement fédéral en Belgique de 2003 à 2004. Je suis conseillère communale dans ma commune depuis 14 ans. Donc, je suis membre des FDF et congolaise d'origine. Waouh, quel CV! Vraiment. J'aurais quelques questions à vous poser, mais ce serait possible juste à me répondre par oui ou par non? Oui. D'accord. Ma toute première question serait, êtes-vous chrétienne? Oui. Parce que là, on est sur une chaîne chrétienne, on aimerait savoir si vous êtes chrétienne. Je le suis. Vous êtes pratiquante? Je suis pratiquante. Êtes-vous mariée? Non, divorcée. Avez-vous des enfants? J'ai un garçon. Quelle est toute décision que vous prenez en politique? Vous le faites avec le cœur d'une mère? Je le fais avec d'abord le cœur d'une chrétienne, et puis c'est sûr, certaines décisions, je le fais avec le cœur d'une mère. Je le fais aussi avec le cœur d'une femme, parce que je suis une femme, et donc je le fais avec le cœur du plus petit. Je me mets à la place du plus petit pour essayer de voir un peu qu'est-ce que je peux lui apporter. Et donc, si je ne me mets pas à sa place, un peu difficile. Donc voilà, je le fais avec plusieurs cœurs. Donc, ce sont les atouts que j'ai. J'essaie de mettre ça au service des citoyens. D'accord. Et vous avez déjà été humilié dans ce que vous êtes en train de faire? Oh, tout le temps, oui, tout le temps. Oui, c'est un grand oui en plus. Hein. Oui, tout le temps, oui. Vous savez, on évolue dans un monde un peu différent parce qu'on est aussi différent de par notre couleur, de par nos origines. Et donc, les humiliations, il y en a pratiquement au quotidien. Mais bon, je pense que bon, ça fait partie un peu de ce monde et ce sont des choses qu'on essaie d'échanger, oui, humilier souvent. Pas plus tard qu'au mois de février, j'ai été humiliée parce que j'ai essayé de défendre une de nos sœurs. Ça, on aura aussi à parler, donc, voilà, de ça. Ce sont les humiliations qu'on subit au quotidien. Donc, et pourquoi continuer à faire la politique tant que vous avez tant d'humiliations? Mais je pense que les humiliations, on le vit partout, hein, que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, à l'université, et un peu partout, en politique. C'est pas nécessairement en politique qu'on on sent les humiliations tout le temps. Avec mes collègues, ça se passe normalement bien, ça se passe bien, mais les humiliations, on les subit au quotidien ailleurs, peut-être. Mais bon, pourquoi est-ce que je continue à faire de la politique? Je pense qu'il est important d'être là où les décisions se prennent. Et si on peut changer les choses, c'est en politique qu'on peut changer les choses. Donc je pense que ma place est là pour pouvoir essayer d'influer un peu sur les systèmes, sur les décisions. Et donc c'est pour cela que je le fais. C'est une passion. Donc voilà. D'accord. Et d'où vous êtes venu cette envie de faire la politique? Il y a un membre de la famille qui était déjà en politique ou bien vous avez été influencé par une amie, un ami? D'où vous est venue cette envie aujourd'hui de faire la politique? Mais je pense que ça remonte à longtemps. Je devais être en deuxième secondaire quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la politique. C'était dans le cadre du cours d'études du milieu. Et il fallait travailler sur un pays. Et on était à ces moments-là, on vivait sous la pression ou sous... la problématique israélo-palestinien, donc la guerre du Liban. Et donc j'ai fait un travail par rapport à ça. Et c'est à partir de ces moments-là que je voulais comprendre en fait les enjeux, parce qu'on voyait juste une guerre. Et finalement, quand on creusait, on voyait que c'était une guerre qui était quelque part un peu initiée par d'autres. Il y avait
plusieurs ramifications, les États-Unis, l'URSS, et donc on tirait les ficelles par d'autres pays, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Et donc voilà, c'est ce qui m'a poussée à m'intéresser comme ça à la politique. Et puis il y a une dame qui m'a impressionnée, c'est Madame Ekila Lyonda, qui était ambassadeur ici. Et donc je l'ai suivie une fois à la télé, et puis donc je me suis dit, mon Dieu, waouh, une femme qui fait ça. Et donc du coup, je commençais à vraiment m'intéresser. Mais bon, loin de moi l'idée de dire que je vais faire de la politique nécessairement. Et ben, je pense que c'est tout le travail à l'école. Comme je suis éprise de la justice et de l'équité, donc toutes les injustices qui se passaient à l'école, j'étais toujours un peu en avant pour essayer de défendre la cause des élèves, des choses comme ça. Et puis, donc voilà, je suis devenue déléguée de la classe, déléguée de l'école. Et puis, et mes professeurs et mon directeur nous disaient, oui, mais toi, il faudra faire le droit, il faudra faire la politique, parce que voilà, je crois que la fibre, elle était déjà en moi. Et puis après, bon, à l'université, mêmement, et puis j'ai intégré le mouvement de jeunesse politique ici. Et puis bon, j'ai évolué comme ça. J'ai arrêté un moment parce qu'il fallait terminer les études. Et puis, bon, il y a un ami qui est venu me chercher en me disant, non, écoute, Gisèle, il faut vraiment que tu retournes. Le moment où vous avez arrêté à faire ça, vous vous sentez toujours bien? Vous avez toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous manquait? Mais en fait, j'ai arrêté en même temps, je dirais, j'ai pas arrêté. J'ai arrêté officiellement, donc j'étais plus dans le mouvement parce que mon père ne voulait pas, il fallait d'abord se focaliser sur les études. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai arrêté dans le sens où je m'impliquais plus dans le mouvement de jeunesse politique, mais je continuais à suivre. Donc quand il y avait des réunions, quand il y avait des activités, j'y allais, mais j'étais plus active dedans parce que bon, vous connaissez les papas africains, il fallait d'abord les études et tout. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, mais bon, on peut concilier les deux. Hein. Aujourd'hui, je vois, moi je suis en train de pousser aujourd'hui, mais dans le temps peut-être. Non, je pense que c'est faisable. non, si c'était faisable, mais je pense qu'ils avaient une autre idée. Donc on peut faire les études et combiner avec une autre activité. Aujourd'hui, on voit les enfants aller au scout et aller au foot et puis faire des études. Donc j'aurais pu faire et les études et aller dans ce mouvement de jeunesse politique. Ça ne dérangeait pas du tout, puisque je le faisais quand même un peu en cachette. Ah, d'accord. Donc du coup, voilà. D'accord. Tellement que l'envie était là. Ah, d'accord. Et quelle est la personne qui vous inspire autant? Qui m'inspire. Votre modèle en politique. En politique, vous aimez bien regarder une de personnes qui vous a tellement marqué que vous dites que non, s'il y a des gens, il y a des personnes qui se sont levées pour parler pour le peuple, moi aussi, c'est qui cette personne qui vous a tant inspiré? Il y a plusieurs personnes. Au niveau de l'Europe, il y a Margaret Thatcher. On n'aime pas sa politique. Mais cette femme m'a beaucoup inspirée parce que c'était une femme, celle qu'on appelle la dame de fer, dans un monde d'hommes. Et c'était la première fois que je voyais une femme première ministre qui est restée aussi longtemps. Et je suivais en fait sa politique. J'aimais pas toujours, hein, parce que c'était vraiment la politique conservative très, très, très à droite. Mais c'est le fait d'avoir une femme comme ça de poigne qui arrive à concilier sa vie de femme et la vie politique. Donc ça m'a fascinée. Et puis alors, il y a Madame Simone Veil aussi en France, c'est une féministe qui s'est battue pour les droits des femmes. Et donc voilà, ça, ce sont les deux femmes qui m'ont inspirée. Et puis il y a des hommes, il y a Mitterrand, François Mitterrand aussi, bien que socialiste, mais ce sont des hommes qui m'ont inspirée. Et puis après, j'ai eu aussi un mentor, mais congolais, mais ça c'est après Jules Fontaine-Sambois qui est décédé malheureusement, qui m'a aussi beaucoup encouragée dans mon engagement politique. Donc je suivais un peu ce qu'il faisait. C'était un homme très intelligent, donc au-delà du fait qu'il était dans un régime moboutiste, mais c'est des gens intelligents, et donc il faut s'approcher de ces gens-là pour essayer de retirer un peu le bon fruit, le bon vin, pour pouvoir s'en inspirer et avancer. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré. Et la grande dame qui m'a inspiré, qui continue à m'inspirer et qui, je pense, m'inspirera toujours, Winnie Mandela, que tout le monde aujourd'hui semble mettre aux oubliettes. Et donc, je pense qu'il faut réhabiliter cette femme. Et ça, c'est vraiment la grande dame qui m'a inspiré réellement dans l'engagement actif. Donc, quand je voyais les combats de Winnie Mandela, j'étais de toutes les manifestations. Donc, je dis aujourd'hui, et je voudrais le rappeler peut-être au monde, n'eût été Winnie, Nelson serait toujours
en prison, ou vous serez peut-être mort en prison aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui s'élèvent et qui font du bruit, il y a un changement aussi. Oui, ben, tout à fait. Je pense que les femmes, quand elles veulent, elles ont de la ténacité, la pugnacité. Et donc, oui, quand une femme s'élève et qu'elle veut, elle est déterminée, ben, à l'instar d'Esther. Donc, et ces femmes avancent et font changer le monde. Et on dit souvent, c'est que femme veut, Dieu veut. Souvent, je pense que oui, les femmes sont dans le secret des dieux. Pourquoi? Premièrement, je me dis, Dieu a choisi une femme pour que son fils vienne au monde. Il aurait pu décider de l'envoyer comme ça. Il choisit quand même une femme pour que son fils vienne au monde. Et quand on voit la mort de Jésus au bas de la croix, c'est encore des femmes qui sont là. Tous les hommes, les apôtres, ils sont tous dans le coin. Bon, il n'y en a qu'un qui est là. Et ce sont des femmes qui sont encore au bas de la croix de Jésus. Et à la résurrection, c'est encore auprès des femmes que les Seigneurs révèlent la résurrection dont je dis, oui, les femmes sont dans les secrets des dieux et elles ont un cœur. Et donc voilà, je me dis, oui, nous sommes dans le secret des dieux, nous sommes peut-être 2 fois, nous sommes bénis peut-être plus que les hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense que Dieu nous aime beaucoup. C'est bien de vous entendre parler comme ça pour pouvoir encourager aussi les femmes qui sont souvent complexées, abandonnées, qui ont du mal à pouvoir s'élever, à pouvoir défendre leur cause. Mais on vous entend parler comme ça, c'est une fierté. Et le courage que vous avez pris à 2 mains de pouvoir vous lever, de parler à haute voix, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Oui, non, mais je crois que oui, c'est vrai que les femmes ont tendance à se sous-estimer. Donc ce sont aussi les hommes qui nous ont mis dans cette chape des plombs depuis la nuit des temps. Hein. On a dit non, la femme, sa place. Oui, la femme a sa place en tant que femme. Elle est complémentaire de l'homme. Mais je pense que les hommes, dans leur machisme naturel et inné, ont voulu comme ça écraser les femmes. Peut-être parce qu'ils avaient peur qu'on a de l'intuition et que si on s'engage, on va vraiment jusqu'au bout. Mais c'est dommage. Je pense qu'on peut travailler de concert avec les hommes en complémentarité, mais je pense que les femmes doivent s'élever quand elles sentent qu'elles doivent s'élever. Mais s'élever en même temps, s'élever, mais pas contre les hommes, parce que souvent on a beaucoup de féministes. Hein. Oui. Moi je suis une féministe modérée. Il y a modéré. Oui, oui, il y a des extrêmes. Oui, celles qui disent voilà, je suis l'égale de l'homme. Il y a une égalité des chances. Ça, c'est la nuance que les féministes extrêmes ne font pas. Il y a une égalité des chances, dans le sens où, voilà, si je vais à l'école, j'étudie, j'ai une licence, vous avez une licence, vous êtes homme, moi je suis femme, j'ai une licence, mais si on va travailler, on va faire le même boulot, ben, je pense quand même qu'on doit nous payer de la même manière. La promotion au travail, si je travaille bien et que je dois monter, c'est pas parce que je suis une femme qu'on ne doit pas me faire monter, on doit faire monter un homme. Non. Mais en tant que féministe modérée, j'ai dit, voilà, je suis une femme. Je reste femme parce que je ne peux pas changer cet état, mais je peux travailler, je peux faire certains métiers que les hommes font. Au niveau intellectuel, je pense que nous sommes égales. Bon, il y a des femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, comme il y a des hommes qui sont plus intelligents que les femmes. Donc, dans cette optique-là, je pense qu'il est important que la femme qui se sent, qui veut s'engager, ben, puisse s'engager. Et dès qu'elle a commencé son engagement, elle doit aller jusqu'au bout. Et il ne faut pas qu'elle se décourage. Quand on lui dira, oui, vous n'êtes qu'une femme, il ne faut pas qu'elle se décourage. Mais il ne faut pas non plus qu'elle cherche à être l'homme. Donc ça, ça ne va pas. Voilà. Il faut rester femme et faire son travail, son engagement jusqu'au bout. D'accord. Merci beaucoup. Et j'ai eu à regarder sur YouTube pour découvrir qui était Madame Mandaïla. J'en ai entendu parler et tout ça. Mais j'ai vu une image, je crois qu'il y avait un policier. Vous avez reçu un coup d'un policier. Oui. Alors, je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Ali. Comment ça se fait que vous avez reçu le coup du policier? Mais en fait, j'étais dans un avion en partance pour Kinshasa, pour aller à Bukavu, dans les cadres de mes activités de lutte contre les violences faites aux femmes. Hein. Vous savez, au niveau de l'Est, les viols étaient utilisés comme arme de guerre. On a réussi maintenant, tout le monde parle d'une trêve, d'une paix au Congo. Mais les exactions qu'on a commises sur les femmes restent impunies. Donc, on a travaillé sur les volets de la santé, la prise en charge sanitaire au niveau de la santé. Maintenant,
il y a beaucoup de projets au niveau de la prise en charge psychosociale, mais tout le volet impunité, là, il y a rien. Donc j'y allais pour rencontrer des associations, des juristes, et pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait ici, comment continuer notre lobby pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait un tribunal pour le Congo, et voir un peu comment est-ce qu'on peut venir en aide à ces femmes, et surtout punir les personnes qui ont commis ces viols. Donc je partais pour ça, et dans l'avion où je me suis retrouvée, où j'étais, on a rencontré un cas, une jeune femme d'origine congolaise qu'on refoulait, mais dans des conditions inhumaines et dégradantes, et donc j'ai intervenu pour que ça se passe relativement normalement, mais bon, il y a eu un excès des ailes de certains policiers qui m'ont débarqué sans ménagement, et puis arrivé en bas, comme je continuais quand même en fait, j'ai réclamé mes chaussures pour pouvoir descendre de la fourgonnette. Donc vous avez même eu à réclamer vos chaussures? Oui, non, mais on m'a débarqué en chaussettes, hein, toutes mes affaires sont restées dans l'avion. Donc j'avais juste mon maillot de corps et puis mon pantalon et mes chaussettes, parce que quand je rentre dans un avion, moi je me mets à l'aise, j'enlève mes chaussures. Vous étiez déjà installé, prêt à décoller. Et donc, voilà, et donc il y a eu une protestation dans l'avion, et puis donc j'ai essayé de jouer la médiatrice, j'ai essayé de... Mais finalement, bon, mais ça s'est quand même pas bien passé, et puis on est venu, on m'a débarqué. Et donc, parce que en fait, j'ai pris des photos par rapport à ce qui se passait, par rapport aux policiers et ce qu'ils faisaient à la dame, parce que j'ai essayé de dialoguer avec ces policiers qui m'ont dit que c'est la loi, mais je savais bien que c'était pas la loi. La loi interdit de maltraiter les gens dans l'avion, et surtout qu'un des policiers menaçait la jeune dame de lui mettre un coussin pour la faire taire. Donc moi, ça m'a rappelé l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire de Semira Adamo en 98, cette jeune Nigériane qui est morte étouffée avec cette technique de coussin, et je savais que la technique de coussin était interdite. Donc quand je discutais avec... D'où est venue cette façon de faire qu'il faut mettre un coussin? Oui, mais ça, c'était des techniques qu'ils avaient pris avant. Moi, je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas de la police. C'était en fait une technique que la police utilisait avant les décès de Semira pour ne pas éveiller... pour ne pas, comment dire, inciter les passagers à refuser ces genres d'expulsion. Mais je sais que la technique, depuis, avait été interdite. Hein. Il y a même eu la démission du ministre de l'Intérieur, M. Tobac. Donc, quand le policier me dit ça, je lui dis non, c'est faux, la technique du coussin, c'est interdit, vous ne pouvez pas. Donc là, il n'y a même pas eu une discussion, parce que je lui ai dit de ne pas faire, et comme la dame me suppliait de ne pas la laisser seule à cet endroit, donc j'ai dit au policier, je prends des photos, et comme ça je demanderai à mes collègues du fédéral d'interpeller la ministre de l'Intérieur pour voir si c'est toujours d'application, si les conditions dans lesquelles les citoyens, les personnes refoulées voyagent sont exactes. À ce moment-là, on allait voir ce qu'on pouvait faire au niveau des lois pour demander éventuellement des changements. Donc j'étais très calme dans cet esprit-là, mais je pense qu'ils n'ont pas accepté qu'il y ait une personne peut-être noire qui vienne leur dire que c'est pas la loi. Et donc, ils m'ont demandé qui j'étais. Je leur ai dit que j'étais parlementaire, mais ils n'ont pas cru. En plus, voilà. Donc voilà, c'était ça, ils n'ont pas cru. Donc, humiliation, hein, on peut dire entre guillemets, parce qu'ils avaient demandé les humiliations qu'on subit. Donc ça, c'est aussi une forme d'humiliation. Et donc voilà, et puis on m'a débarqué sans ménagement. Et puis quand j'ai réclamé mes chaussures, ils n'ont pas voulu. Et dans la fourgonnette, donc les jeunes policiers m'a donné un coup. Et le fait de donner un coup, ils prennent pas conscience quand même à se dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, ou bien c'est... Oui, non, mais ils savent pertinemment bien qu'on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait dans l'avion, parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait ça quand on m'a fait descendre. Ils l'ont fait dans la fourgonnette à l'insu de tous. On était seuls, avec juste l'autre frère congolais qui était avec moi dans la camionnette. Et puis le policier plus âgé était descendu. Je ne sais pas, je pense peut-être que c'est un jeu qu'ils font. Moi, je descends et puis les jeunes vont rentrer et vous taper, vous intimider. Il n'y a personne qui peut le dire. Ils savent comment frapper, où frapper. Bien sûr. Et puis ce sont des bavures policières, mais il n'y a personne qui va réclamer, parce que c'est un bloc. Aujourd'hui, ils sont tous en train de nier et tout, mais il y a des faits. J'ai été voir le médecin, donc il y a des faits. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte. Oui. Donc voilà, je pense que ce sont des techniques qu'ils utilisent pour intimider les gens et pour... Et aujourd'hui, c'en est où ça suit son cours. Je fais confiance à la justice. Donc l'avocat il y a mon avocat qui suit le dossier.
Donc, j'ai pas fait une plainte au parquet, j'ai fait une plainte en civil pour vraiment qu'il y ait il y a un suivi effectif parce que bon, au parquet, ça risquait d'être classé sans suite. Et donc là, bon voilà, et puis j'ai appris aussi que suite à cette intervention, il y a une petite enquête qui se fait et qu'aujourd'hui, on a décidé de stopper les expulsions parce que soi-disant, entre guillemets, il n'y a pas de budget. Bon, j'espère que ce n'est pas seulement une mesure électoraliste et que ça va continuer. Mais bon, au moins, il y a quand même un éveil par rapport à ça. Comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Parce que maintenant, il va y avoir une enquête pour voir comment est-ce que les gens qui sont expulsés le sont. Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions ou pas? Donc, moi, je me dis, voilà, toute chose, malheur est bon. D'accord. Et la fille a été expulsée ou pas? Malheureusement, la fille a été expulsée quelques jours après. Et ouais. Oh là là. Et depuis que vous avez commencé à exercer en tant que ministre, député, quelle est la chose que vous avez faite, une chose assez concrète que vous avez faite, que vous pourriez être fier de vous? Quand j'étais au secrétariat de la famille et des personnes handicapées, et donc là c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Vous savez, les dossiers de personnes handicapées étaient traités comme je pourrais dire comme un dossier de moins que rien. C'est une politique qu'on ne prenait pas vraiment en considération et certains même journalistes m'ont dit que c'est pas sexy, donc du coup on le traite pas beaucoup. Donc vous avez aussi des choses que vous faites assez sexy pour vous attirer. Non, mais c'est le terme des journalistes, hein, parce que quand on les appelait pour dire voilà on a fait ça, ils disaient oui bon c'est les personnes handicapées, les jargons journalistiques dit c'est pas sexy pour dire c'est pas intéressant vraiment, c'est pas ça qui va attirer comment vous appelez ça, l'audimat et tout. Donc nous c'est plutôt quand c'est un truc choc, quand il y a du sang, c'est ça. Bon, les personnes handicapées c'est gentil Madame Mandaïla, mais bon voilà. Rubrique, 4e page du journal. Donc voilà. Mais moi je suis fière d'avoir réduit les délais de traitement des dossiers de personnes handicapées. Il faut savoir qu'au début, une personne handicapée devait faire rentrer son dossier et c'était traité dans le 12 mois. Entre-temps, la personne dans son handicap n'a pas de moyens pour vivre et tout ça. Et donc, quand je suis arrivée, donc on a travaillé et on est arrivé dans un délai raisonnable de 3 mois. Et parallèlement à cela, j'ai permis à ce que les personnes handicapées ne puissent plus se déplacer jusqu'à l'administration, ce qu'on appelait la Vierge Noire à l'époque, qui était ici à Bruxelles vers la Bourse. Donc, vous êtes personne handicapée, vous habitez Arlon, bien vous habitez Knock, vous devez nécessairement venir prendre un rendez-vous, venir jusqu'à Bruxelles. C'était pour toute la Belgique? Toute la Belgique, parce que c'est fédéral. Et donc, vous devez arriver jusqu'à Bruxelles, déposer votre dossier. Rien que pour déposer le dossier, vous repartez et puis on doit vous appeler dans les... Bon, allez, imaginez une personne qui est en fauteuil roulant. Imaginez une personne aveugle qui doit quitter pour venir. Donc là, ce que j'ai mis en place, c'est que depuis cette période-là, la personne handicapée n'est bien plus à Bruxelles. Il va dans son administration communale parce que c'est la proximité. Il dépose le dossier et le personnel, parce qu'on a mis des guichets spécifiques par rapport à ça dans chaque commune de Belgique. Et là, la personne déposait son dossier et on encode. Et dans 2 secondes après, le dossier se retrouve déjà à l'administration au niveau de Bruxelles. Et donc, on peut le traiter rapidement dans un délai de 3 mois. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je suis très, très fière. Et les personnes handicapées, du reste, me remercient jusqu'aujourd'hui et me demandent de retourner à ces ministères-là. Bon, si Dieu le veut, ben, ça se fera. Si c'est pas ça, ben, c'est pas ça. Mais voilà, bien que les médias disent que c'est pas sexy, bien que les autres trouvent que... Mais d'avoir une personne handicapée qui vous appelle pour vous dire, voilà, madame, je vous remercie parce que mon dossier, ça faisait 12 mois. Bon, il y a des gens que je ne connais pas, mon numéro de téléphone est ouvert, donc les gens m'appellent. J'ai même eu une personne qui a quitté Waterloo en 2007 pour venir. Il m'a appelé pour dire, madame, je suis handicapée, mais je viendrai jusqu'à la gare du Midi. Amenez-moi vos flyers. Moi, je vais faire ça pour vous parce que, voilà, on a besoin des gens comme vous. Donc ça, je pense que ça fait chaud au cœur. C'est vraiment le cœur d'une mère. Non, c'est le cœur d'une personne qui a la passion d'aider. Social. Oui, non, je suis là. Non, je pense que le politique est là pour les citoyens. Le politique n'est pas là pour lui-même. Non, pas pour lui-même. Le politique est là pour mettre des actions par rapport aux citoyens. On est... ça, je pense qu'il faut que nos amis d'Afrique intègrent ça en eux. On est au service des citoyens.
C'est vraiment ça. Quand vous entendez le politique, il dit non, mais on dit d'ailleurs mes concitoyens. Quand je parle, je dis mes concitoyens. Donc je travaille pour eux, parce que si je suis en politique, c'est grâce à eux, c'est eux qui décident que j'y sois. Alors si je ne travaille pas pour eux, bah, alors je peux que je devienne chef d'entreprise et que je travaille dans mon bureau. Donc je suis au service des gens. Et on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et en fonction des compétences qu'on a. Parce que bon, parfois on vous demande de choses qui ne sont pas de vos compétences. Je suis dans la compétence famille et personnes handicapées. On va me demander du logement, on va me demander c'est pas ma compétence. Je peux orienter dans ce sens-là, mais ma compétence c'était vraiment les familles, les personnes handicapées. Et donc voilà. Et c'est vrai, là vous nous parlez, la chose la plus importante que vous avez à faire, c'est pouvoir aider les handicapés. Et maintenant pour notre communauté congolaise, quelle est la chose que vous avez faite aujourd'hui pour vous réclamer à haute voix et dire que c'est un plus que j'ai apporté pour notre communauté congolaise? Ben voilà, je pense qu'on n'a pas travaillé pour la communauté congolaise comme telle. Pourquoi? Parce que quand on regarde la communauté d'origine étrangère, on nous classe dans les communautés subsahariennes. Bon, pour un blanc, vous êtes noir, il ne voit pas si vous êtes du Mali ou quoi. Et d'ailleurs, du coup, tout le monde dit, ah ben ce sont des Congolais, parce que nous sommes plus nombreux ici. Et ce que j'ai fait, revenons peut-être par rapport à mon ministère à l'époque, ben, vous savez, le droit aux allocations n'était octroyé que aux personnes, aux Belges. Et il y a eu des conventions avec les gens de l'Union européenne et puis certains pays comme la Suisse, le Liechtenstein et tout ça. Mais pour les personnes d'origine étrangère, vous n'avez pas droit, si vous êtes handicapé, vous n'avez pas droit aux allocations. Donc c'est que j'ai pu aussi travailler avec certains de mes collègues, c'est permettre aux personnes d'origine étrangère, entre autres dont les Congolais, de pouvoir aussi bénéficier de ces allocations, mais bien sûr, il y a une condition, il faut avoir la carte de résidence, avoir vécu 5 ans en Belgique. Je peux comprendre que voilà, il y a certaines conditions, mais au moins, les personnes qui rentrent dans ces conditions, les personnes d'origine étrangère, entre autres les Congolais, qui rentrent dans ces conditions-là, peuvent aujourd'hui bénéficier de ce que nous appelons les allocations des remplacements de revenus, donc les allocations de personnes handicapées. Donc c'est déjà un plus pour la communauté. Et puis aujourd'hui, en étant au Parlement, voilà, donc le travail du parlementaire, c'est plutôt d'interpeller, et on n'a pas le levier, c'est le gouvernement qui met en place, et donc nous, c'est plutôt d'interpeller. Donc j'interpelle beaucoup sur la question de l'anémie SS, la drépanocytose, que j'ai amenée au niveau du Parlement, on n'en parle pas, c'est la première maladie génétique à Bruxelles, et donc personne ne connaissait, donc moi j'interpelle, et aujourd'hui, on est en train il y a une étude qui est menée pour voir comment prendre en charge dans les urgences des hôpitaux bruxellois publics, comment prendre en charge les personnes qui souffrent de la drépanocytose. Il y a tous les volets de phénomènes des bandes urbaines sur lesquels j'interpelle. Vous savez, ces phénomènes-là touchent beaucoup de nos enfants, ils s'entretuent. Donc, il faut travailler à ce que les associations, nos associations qui travaillent avec ça, Observatoire Bayaya et tout ça, ne puissent pas perdre des subsides. Donc, moi, ce que je fais, j'interpelle par rapport à cela. Et il y a toute la question de la réhabilitation et de la revitalisation du quartier Matongé, et sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui. Si vous passez sur la chaussée de Wavre, vous allez voir qu'il y a des travaux qui ont commencé. Et donc voilà, depuis que je suis arrivée, j'ai nécessité d'interpeller sur la propreté dans le quartier Matongé, sur les problèmes de sécurité sur le plan urbanistique. Et donc là, maintenant, voilà, les ministres ont décidé quand même de pouvoir attaquer la réhabilitation de ces quartiers. Donc moi, je me dis, je suis fière d'avoir posé ces questions, et les choses avancent. Donc voilà sur certaines choses sur lesquelles je travaille. Il y en a beaucoup, mais je me rappelle plus parce qu'il y a tellement de questions. Mais voilà, les 2 points sur lesquels j'interpelle, les 3 points que je vous ai cités, qui touchent spécifiquement à la communauté. Ah oui, il y a toute la question sur la discrimination à l'embauche, donc il y a la question de l'entrepreneuriat africaine ici. Donc ça aussi, c'est des questions. Et là aussi, la ministre de l'Emploi a promis d'étudier la question sur l'aide qu'on peut apporter à ces publics. Quand j'ai interpellé la première fois, elle m'a dit oui, mais il y a des aides qui existent. Mais bon, le problème, c'est que les aides sont globalisées de manière générale pour tout qui veut s'installer. Or, il y a des spécificités. Nous avons parfois nos mamans qui veulent se lancer dans le commerce de produits exotiques, mais n'ont pas la gestion. Elles ne savent pas qu'il faut un comptable, elles ne savent pas qu'il faut remplir tout le dossier de l'impôt et tout ça, l'hygiène, parce que l'AFSCA va passer. Donc,
j'ai demandé à ce qu'il y ait un suivi spécifique par rapport à ces populations et si possible dans leur langue. Si on peut faire ça en lingala, ah ben ça serait bien puisque en Flandre on les fait en anglais, on les fait en turc, on les fait dans d'autres langues. Alors moi je demande à ce que aussi on puisse mettre, ça permettra aussi, nous, si jamais ça se met en place, ça permettra d'engager sûrement un Congolais qui va devoir expliquer les choses en lingala. Donc ça sort déjà un Congolais du chômage. Mais bon, si je suis réélue, ce sont des questions sur lesquelles je vais continuer à travailler, insister pour que qu'il y ait au moins un guichet qui explique les choses dans les langues le plus utilisées par rapport à ces populations. Vous venez de dire maintenant si vous êtes réélu, donc pourriez-nous vous dire le projet d'avenir que vous avez pour la communauté congolaise? Mais voilà, parce que c'est souvent eux, c'est vrai que c'est eux qu'il faut plus convaincre pour leur pousser à pouvoir vous voter. Mais quelle est la chose et quelle est l'attente qu'eux ils peuvent avoir de vous, attendre de vous? Voilà, mais je viens d'expliquer, j'ai dit je vais continuer d'abord le travail que je fais. Ça va être vraiment veiller à ce que cette prise en charge des enfants, des personnes drépanocytaires, donc ceux qui souffrent de l'anémie et de l'anémie SS, puisse réellement être effective. Parce que on ne se rend pas compte, hein, depuis que je suis dans l'association et depuis que je suis dans la lutte contre la drépanocytose, on ne se rend pas compte des ampleurs et de la gravité de cette maladie au niveau de la communauté. Les gens essayent de cacher cette maladie, de la terre, c'est une maladie de la honte. Non, pas du tout, c'est une maladie génétique. Et par rapport à ça, il faut travailler à la sensibilisation des Congolais pour que déjà nos jeunes puissent connaître leur carte génétique. Donc ça, il faut essayer de faire ça assez rapidement. Et puis, la prise en charge, là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, quand un enfant naît, on fait le dépistage et donc il peut connaître la carte génétique. Mais bon, il y a tout le travail de sensibilisation qui doit être fait. Donc on va insister pour essayer de demander des subsides pour les associations. Et alors, le deuxième volet sur lequel je vais travailler, c'est la question de la discrimination. C'est vraiment la plus grosse difficulté que rencontrent les communautés africaines et la communauté congolaise en particulier. C'est réellement, je vous ai dit, d'avoir ces guichets-là, lutter pour que, voilà, aujourd'hui, qu'on mette l'accent sur la problématique des personnes d'origine étrangère. J'ai lisé hier l'interview, j'ai suivi hier l'interview de Madame Céline Frémaux, ministre de l'Emploi. C'était un débat avec Emmanuel Deboc, et puisqu'elle dit, oui, le taux de chômage est élevé auprès des populations d'origine étrangère, il faut mettre l'accent, il faut mettre des moyens pour aider les jeunes Marocains. Mais bon sang, et qu'est-ce qu'on fait des jeunes noirs? Comment est-ce que déjà une ministre ou un ministre peut cloisonner comme ça les populations d'origine étrangère en disant, voilà, on va mettre l'accent sur les Marocains des discriminations. Je pense que les Noirs ont plus de discriminations par notre couleur. Alors là, bon voilà, la première des choses, si je suis réélue, la première question au Parlement, ça va être, je vais reprendre ces propos et demander comment est-ce qu'elle peut faire la différence entre, je pense qu'il faut une politique spécifique pour les Marocains, c'est vrai, il faut une politique spécifique pour les Congolais. Donc ça va être la première des questions que je ferai au niveau du Parlement. Il y a toute la question de l'entrepreneuriat des personnes d'origine étrangère, où j'ai dit que c'était important d'avoir des Congolais dans ces guichets-là pour bien accompagner les personnes. Je suis en train de réfléchir à mettre une cellule d'accompagnement par rapport à l'entrepreneuriat d'origine étrangère. Donc je vais réfléchir, peut-être mettre ça à Matongé, ou bon voilà, je vais y travailler en tout cas. Sur les 5 ans de la législature, je promets que là, je fais rarement des promesses, mais là, je promets que je mettrai une cellule pour accompagner les jeunes entreprises, les jeunes personnes qui ont envie de pouvoir s'installer en leur propre compte, ou même accompagner nos entreprises, surtout nos mamans qui ont des magasins et qui souvent font faillite. Et on a vu, c'est d'autres communautés qui reprennent le quartier Matongé. Donc voilà, mon travail va consister en cela, au niveau du travail parlementaire. Bon, si je suis ministre, on ne sait pas, alors à ce moment-là, on déclinera en fonction des compétences qu'on aura, mais pour le moment, j'ai pris de la députation, donc c'est par rapport à mes interpellations, je vais travailler sur ça. Bon, il y aura d'autres questions aussi, et qui viendront en fonction du contexte, en fonction du moment et tout. Donc, mais l'accent sera mis sur la discrimination à l'embauche. Je vous ai dit sur l'enseignement aussi, l'enseignement des qualités. Pourquoi? Parce que aujourd'hui,
on voit quand un enfant congolais a des difficultés, ça peut être des difficultés passagères, hein, ça peut être pour un moment, oui, parce qu'il n'y a peut-être pas un suivi, mais qu'est-ce qu'on dit à l'école, qu'est-ce qu'on conseille? On relègue dans des filières professionnelles. C'est pas mauvais, hein, la filière professionnelle, mais la filière professionnelle, c'est que l'enfant a envie d'apprendre un métier, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Donc ça, il faut que les parents aussi congolais comprennent ça. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'université. Il y a des enfants qui sont manuels. S'il a envie de devenir plombier, ben, il faut le laisser, mais il faut bien l'encadrer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand il y a des difficultés, directement filière professionnelle et les parents ne disent rien et tout ça. Donc là aussi, au sein de mon parti, nous travaillons, en tout cas nous avons un programme pour dire qu'il faut une orientation, il faut un enseignement des qualités. Donc c'est des questions sur lesquelles je vais suivre. Au niveau des FDF, ils vont poser les questions au niveau général, mais moi je mettais la spécificité des Africains et la grande question aussi, aujourd'hui je commençais aussi la lutte contre le racisme, mais là je vais vraiment le faire parce qu'aujourd'hui le racisme a pris une vitesse oui, énorme. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Où sentez-vous le racisme aujourd'hui? Au sein de votre parti? Non, c'est pas... Alors moi, le racisme aujourd'hui, elle me passe... j'ai eu à vivre le racisme depuis 30 ans. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est là. Moi je sais faire face à cela. Parce que non seulement, bon, je suis députée, ça aide aussi. Moi, personnellement, je fais face au racisme. Mais maintenant, il y a nos jeunes, il y a dans les boîtes de nuit, les gens ne peuvent plus sortir. Dans des restaurants, on vous refuse une place parce que vous êtes noir. Ah oui, on vous refuse une place parce que vous êtes noir. On vous refuse... non, il y a plein de choses qui se font au niveau du travail et tout ça. Et donc là, il faut réellement attaquer cette question. L'Europe en a fait une priorité. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'attaque. Et moi, je vais continuer à travailler sur ça. Et là, vraiment, je vais mettre en place une action. Je vais lancer une action après les élections, je pense, à la rentrée. Moi, je suis de la génération Touche pas mon pote, qui est partie de la France avec Harlem Désir. C'était la lutte contre le racisme. Mais je vais reprendre ce travail-là entamé durant notre génération parce qu'il n'y a pas de changement. Hein. 30 ans après, on voit que c'est la même chose. Donc, je vais reprendre ça. Je vais faire une action du style Touche pas mon pote à partir du mois de septembre. Et donc là, je dis, j'ai besoin de toutes les personnes qui veulent lutter contre le racisme, mais surtout les jeunes. Au moment opportun, il faudra venir, qu'on soit en masse, qu'on aille voir le ministre de l'égalité des chances, qu'on aille voir le MRAX. Mais voilà, ça c'est vraiment les actions que je vais mettre en place pour sensibiliser et voir tous les présidents de partis, de toutes tendances confondues, pour leur dire, voilà, stop, il y a des enfants qui sont nés ici, ou quand bien même on vient de l'étranger, c'est pas une raison pour cultiver comme ça le racisme. Donc voilà, ça je vous dis, ça ce sont des promesses que je peux faire parce que je vais l'organiser et la maison, je ne sais pas comment je vais appeler ça, cette maison pour accompagner les entrepreneurs. Donc voilà, ça sont des promesses, ce ne sont pas des choses qui nécessitent énormément de moyens, mais c'est mettre un guichet pour pouvoir informer. Ça, je vais faire. D'accord. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, maman Madaïla, elle vient de le dire, elle vient de faire une promesse que si vous la votez, elle va essayer de concrétiser tout ce qu'elle vient de dire. Donc, il serait très important de pouvoir la voter par rapport au racisme, parce que c'est vrai que nous essayons de fois à pouvoir postuler, à pouvoir avoir un emploi, mais c'est vraiment de fois très difficile. Et vous pouvez être à 5 ou à 2, que vous avez fini des études, vous êtes diplômé et qu'il y a peut-être un chouche d'ici qui n'a même pas fini ses études, on va pouvoir l'embaucher au lieu de vous embaucher vous. Donc c'est vraiment très important de pouvoir voter, vraiment de voter, maman Madaïla, et vous ne serez pas déçus. Et c'est vrai, vous étiez là tantôt en train de nous parler sur Port de Namur. J'aimerais bien soulever quelque chose à propos de la jeunesse. Quel est le projet ou bien la chose que vous pourriez faire pour la jeunesse à la Port de Namur? La jeunesse, elle ne se situe pas à la Port de Namur. Hein. Ça, c'est aussi l'erreur que nous avons. Nous disons Port de Namur, pourquoi? Parce que c'est un lieu où c'est vrai que c'est l'endroit où nous remarquons qu'ils sont souvent là. Oui. Qu'ils sont occupés, des fois ils n'ont pas de travail, ils ne vont pas à l'école, ils sont abandonnés de leurs parents, et ils se retrouvent eux-mêmes. Donc le seul endroit peut-être où vont se retrouver, c'est là-bas. Mais quelle est par exemple l'initiative, vous pensez, vous avez eu par rapport à la jeunesse?
Mais voilà, je vais d'abord, mais je vais quand même essayer de recadrer et de situer les choses. La Porte des Namur, c'est vrai que c'est un quartier où il y a beaucoup de Noirs, en particulier beaucoup de Congolais. Mais c'est pas l'endroit où se trouvent les jeunes. Les jeunes sont nombreux à Simonis, à Saint-Josse et tout. Et on a l'impression, parce qu'il y a cette masse-là de Congolais à Matongé, que nécessairement les jeunes sont là. Non, nos jeunes sont un peu partout. Vous allez à Evert, vous avez d'ailleurs les bandes urbaines, vous avez 1140, c'est Evert. Vous les avez du côté de Scarbeck, du côté de Saint-Josse et tout. Vous avez très peu de bandes à XL. C'est pour vous dire qu'au niveau de quartier Matongé, voilà, il y a pas grand-chose. Mais c'est qu'il y a lieu de faire. Je dis, ça sert à rien d'inventer les fils à couper les beurres. Nous avons des associations qui travaillent pour ces jeunes-là. Et c'est là, pour réussir un projet avec des jeunes, il faut financer, je pense qu'il faut vraiment bien financer ces associations qui travaillent avec des jeunes. Je ne travaille pas avec des jeunes. Ça ne sert à rien de dire, oui, voilà, moi je vais faire ça pour les jeunes. Ce n'est pas mon créneau, je ne suis pas spécialisée dans ça. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir des moyens, interpeller le gouvernement pour qu'il mette beaucoup plus de moyens pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. C'est important. Cet encadrement, elle va se faire comment? Il y a un volet, il y a deux volets. Le premier volet, c'est que ça se fait ici, en Belgique, à Bruxelles, dans des activités, comment dire, des activités porteurs, pas des activités, comment dire, palliatifs, juste de l'occupationnel, ça sert à rien. Mais vraiment dans des beaux projets. Et ce sont des jeunes qui doivent venir ces projets-là et tout, à l'instar de ce qu'on a fait avec les personnes âgées. Donc ce sont des jeunes qui doivent apporter ces projets. Donc, et le deuxième volet, c'est d'avoir un projet avec le pays d'origine, avec le Congo. Ça serait, bon, j'avais lancé cette idée mais il y a quelques années, mais ça n'a pas encore été concrétisé. Ce serait quoi? C'est chaque année de pouvoir amener une dizaine, une quinzaine de jeunes au Congo pour qu'ils se rendent compte des difficultés qu'ont les enfants congolais. Je pense que quand ils reviennent ici, les esprits sont... Je suis partie avec 2-3 jeunes qui ont été au Congo. Ce n'est pas de jeunes délinquants, mais des jeunes on m'a confié des jeunes par une famille. Je les ai amenés, je leur ai montré ce qu'était le Congo, des difficultés que les jeunes avaient. Je suis partie avec eux à Kimpese, à l'école du Père Charles. Et c'est un prêtre qui s'occupe de la jeunesse et tout. Mais quand ils sont revenus aujourd'hui, ces enfants ont beaucoup changé. Et je crois que c'est porteur de pouvoir prendre nos enfants, de les accompagner au Congo pour qu'ils se rendent compte. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est le projet que je peux, moi, aujourd'hui, porter, proposer à des jeunes. Ça peut se faire avec des églises, hein, j'ai dit, avec des pasteurs, on peut s'arranger, on peut essayer de trouver une partie de financement et l'autre partie, peut-être les parents peuvent cotiser chaque mois, le temps d'avoir le billet et tout ça, et des structures sur place au Congo, j'en connais, il y en a, mais pendant 15 jours, ces jeunes qui partent, je vous jure que quand ils reviennent ici, ce ne sont plus des candidats à la délinquance. Maman, ça peut changer. Sûre? Je suis sûre. Maman, vos petites soeurs, maman, elle est traumatisée. Oui, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Non, parce que il y a beaucoup qui sont nés ici, qui n'ont pas conscience de leur pays. Mais oui, mais c'est ça le danger. C'est ça les dangers. Vous savez, moi, je suis, comme je dis, j'étais un bounty. Dieu merci, j'ai changé. Ah, d'accord. J'ai changé un peu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de bounty. Hein? Il y en a beaucoup. Voilà. Moi, j'ai fait une bounty et je suis restée longtemps ici. J'avais aussi cette image du Congo. Mon Dieu, c'est toujours difficile parce qu'on voit toujours les parents qui envoient, les gens qui appellent. Mais j'ai changé quand je suis partie faire. J'ai décidé d'aller faire un stage au Congo. Quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais faire un stage au Congo. Je n'ai pas envie d'aller comme ça, sans rien, mais je vais aller avec quelque chose. J'ai fait le stage au Congo. J'ai fait une partie de mon stage, je l'ai fait à la Bralima, une partie au bureau, département marketing, et l'autre partie, c'était sur le terrain. Ils n'ont pas voulu, mais j'ai insisté pour aller. Et donc, j'ai circulé dans Kinshasa, j'ai été au fin fond de Kinshasa. Je ne suis pas restée en ville. J'ai été du côté de... Non, j'étais à Kinshasa, dans le faubourg de Kinshasa. Njili Brasserie, j'ai été Namokali, j'ai été derrière l'aéroport, j'ai été à Kimbaseke et tout ça, là où ils ont des choses. Mais c'est ça Kinshasa, c'est pas la Gombe, c'est pas ma campagne, c'est ça que j'ai fait. J'ai été à Bumbu, j'ai été à Barumbu et c'est comme ça que j'ai connu, je me suis dit, ah ben donc, quand je suis revenue ici, j'ai compris que j'étais d'abord une Congolaise. Kimbuntinho Cécile. Non, Kimbuntinho Cécile athée, parce que je pense qu'on me reproche encore quand je réfléchis, je réfléchis comme une Européenne. Non, Kimbuntinho Cécile athée, mais quand j'ai dit Bunti, c'était vraiment
tu te prends pour une blanche ou tu te prends pour un blanc, mais alors tu as la peau noire. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai les bons côtés du bounty parce que je sais allier les deux, mais nos enfants sont des véritables bounty et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils ne savent pas. Alors, quand ils se retrouvent comme ça, confrontés à du racisme pour la première fois, mais c'est l'anéantissement total de ces enfants. Ils se disent, mais enfin, je suis quand même ici. Mais ils oublient même leur couleur. Non, ils doivent connaître leurs racines. Et je pense que ce projet-là est porteur pour les enfants. Mais dire aux enfants, si tu ne réussis pas, je vais t'amener au Congo, c'est comme si c'était une punition. Mais le Congo n'est pas une punition, c'est un beau pays. Venons dans un projet positif. Et ces projets, moi, je peux le concrétiser par rapport aux jeunes. Donc, je fais appel ici aux pasteurs, aux parents et tout, venez ensemble, on va y aller. Moi, je veux bien vous me confier vos enfants. Je veux bien des groupes de 15, pas des groupes de 30, parce que c'est pas évident. Des groupes par groupe de 15, je peux les amener au Congo. On va aller voir des choses. Ils vont se rendre compte. Parce que maintenant, comme je vais au Congo souvent, avec des jeunes, j'ai l'expérience. On part avec ces gens-là, avec ces jeunes-là. Ils voient ce que c'est le Congo. Je vous jure que quand ils reviennent ici, c'est autre chose. Ces enfants changent. Ils ne sont plus candidats à la délinquance. Voilà le projet que je peux proposer pour les jeunes. Et j'oubliais... on a parlé des jeunes, j'oubliais un autre projet important pour la communauté sur lequel je travaille, c'est le vieillissement des populations d'origine étrangère ici en Belgique. Nous avons fait une proposition de résolution avec une de mes collègues et donc ça s'est reporté à la législature prochaine. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire. Je vais travailler aussi avec des mamans, je vais travailler avec les églises, je vais travailler avec les associations pour qu'on puisse... réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons proposer au niveau du gouvernement pour que les choses ça va. Il y a des moyens, il y a un financement qui est fait, les autres en bénéficient. J'avais interpellé la ministre qui avait en charge l'aide aux personnes, qui m'a dit, Madame Mandeila, vous savez, il y a un budget pour cette problématique aujourd'hui, mais on n'a pas encore vu les associations congolaises venir avec un projet. Donc, il y a quelques associations qui vont y travailler, mais il faut qu'on y travaille. Moi, je suis parlementaire, je ne peux pas amener le projet, ça ne se fait pas. Il faut suivre les règlements. Ce sont les associations, on peut travailler ensemble. On mène une réflexion par rapport à ça. Quels sont les besoins? Nous, on peut vous orienter dans les projets, ça se fait comme ça. Et puis, on fait rentrer. Quand on fait rentrer le projet, nous, on interpelle, on vous avait reçu tel projet, qu'en est-il? Oui, on n'a pas pu y répondre parce qu'il y a ça qui manquait. Bon, on revient avec un feedback, on dit, voilà, dans ces cadres-ci, ce n'était pas possible, on le fait. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Le parlementaire ne peut pas tout faire. Le problème, c'est que les Congolais pensent que c'est nous qui devons tout faire. Non, le parlementaire est là pour relayer les besoins et les demandes de la société civile. Vous allez voir, là, ce sont les élections. Nous avons reçu des mémorandums de pratiquement toutes les associations. Je n'ai pas vu une association congolaise venir avec un mémorandum pour dire voilà nos revendications. Non. Nous, les parlementaires, on doit travailler à votre place. Ce n'est pas possible. Il faut faire comme les autres, venir avec, au moment des élections, avant les élections, venir avec des mémorandums. Comme ça, on intègre ça dans les programmes. Et vous suivez. Si dans un programme, ce n'est pas respecté, vous n'avez pas respecté. Et à la veille de rentrée parlementaire et de chaque rentrée parlementaire, les associations viennent. Il y a toujours ce qu'on appelle la grogne sociale. C'est au moment, c'est vers le mois de septembre parce que on sait que les rentrées parlementaires sont au mois d'octobre. Les associations, les syndicats. Vous allez remarquer les marches, c'est toujours à ces moments-là. Et ils viennent avec des revendications, ils viennent avec des propositions et tout. Donc voilà, moi j'invite aussi les nôtres à venir, qu'on s'asseye autour d'une table, à venir avec des revendications. C'est toujours revendications et propositions, pas venir avec des revendications et puis non, ça ne se fait pas comme ça. Vous venez avec vos revendications, vous faites un constat, voilà. Et ce que nous proposons, ce que nous voulons, c'est ça. Et voilà, ça ne coûte rien si c'est né de dire non ou oui, mais venez avec et on va travailler ensemble. Moi, je suis disponible, je ne demande que ça, alimentez-nous pour qu'on puisse vous représenter dignement. Comme vous l'avez entendu, Maman Mandeila, elle est disponible à tout recevoir comme propos que vous pourrez emmener, afin que vous puissiez discuter pour la communauté congolaise. Maman, je voulais aussi parler un peu de notre pays, le Congo. C'est vrai que souvent, avec tout ce qui se passe au Congo, la majorité des gens ont peur à dire à haute voix ce qui se passe au Congo. Mais apparemment, vous arrivez à le faire à haute voix. Vous n'avez pas peur de représailles après? Vous savez, quand on est pris de la justice ou quand on est pris de la politique, on ne peut pas avoir peur. La peur ne doit pas nous animer. Et la peur, la Bible nous le dit, la peur, c'est l'ennemi, c'est le malin. Quand vous avez peur, le malin a envie
que vous restez dans cet état-là pour que vous n'avanciez pas. Parce que la peur va vous faire reculer. Mais je pense qu'il faut affronter la peur, il faut dépasser. Oui, la peur, on l'a. On a peur des représailles. Mais bon, si tout le monde va avoir peur des représailles, eh ben, les choses ne vont pas marcher. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des combattants, tout ça, qui ont eu à marcher par rapport aux élections, à tout ce qui s'est passé au Congo. Et il y a beaucoup aussi, parmi les combattants, Bamsou Congo, qui ont eu aussi des représailles par rapport à tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que vous, malgré ce que vous dites à haute voix et que vous allez souvent au Congo et que vous n'avez pas de représailles, qu'est-ce qui fait que... Non, mais ça dépend. Il y a deux choses. Il y a le fond que nous partageons tous par rapport à ce qui se passe au Congo, et il y a la méthode. Il y a la manière de dire. Je donne un exemple, madame. Vous allez demander à votre papa, vous avez besoin d'acheter un pantalon ou quoi. Papa, tu dois m'acheter un pantalon. Même s'il a de l'argent, il ne va pas te le donner. Il va dire, tu dois? Non. Mais si vous arrivez, papa, excusez-moi, j'ai besoin d'un pantalon, ceci, voilà, le papa va vous le donner. Ou bien si vous voulez vous expliquer, il va vous le donner. C'est la et finalement, le fond est le même, vous voulez votre pantalon, n'est-ce pas? Donc, je crois que le fond reste le même. Mais c'est la méthode et la manière dont on mène le combat qui est différent, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des représailles. Est-ce pour mener un combat, il faut nécessairement porter atteinte à la vie comment dire, l'intégrité physique de certaines personnes? Non. Je peux comprendre la colère et tout ça, mais il faut à un moment donné se maîtriser et avoir des stratégies. Et moi, je pense que ce sont des stratégies que je mène, et je sais comment dire les choses à des gens pour que les choses ne se passent pas. Peut-être que j'ai pas de représailles. Aussi, il faut le reconnaître, je suis quand même députée, j'ai l'immunité parlementaire qui fait que aujourd'hui, ils n'oseront pas m'attaquer parce que j'ai dit des choses. Mais n'empêche, je le dis quand même avec diplomatie, mais au moins je le dis. Et le travail que nous on fait, parce que je suis dans le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice que j'ai mis en place, le travail que nous faisons, nous dénonçons exactement la même chose. Mais nous faisons un lobbying dans les couloirs de l'Union européenne, dans le couloir du Parlement, et nous dialoguons de manière objective et ferme avec le responsable politique en disant, voilà, sur ça, nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, je vous ai dit, je devais aller à Bukavu pour aborder la question de l'impunité et la prise en charge de ces femmes. Mais je ne vais pas l'insulter. Il faut que je me mette autour d'une table avec les personnes, les juges qui s'occupent de cela. Il faut qu'on travaille avec eux. Si j'arrive et que je les insulte, ils vont se braquer et rien ne va arriver. Donc mes femmes, comme je les appelle, vont rester dans cet état-là. Il n'y a personne qui va réparer. Donc il y a une manière de dire, mais avec fermeté. Non, ça ne se fait pas comme ça. Au Congo, aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Le social, c'est le chaos. Tout le monde, on a mis l'accent sur les infrastructures. C'est bien. Mais je pense quand même qu'au bout de 10 ans, ne travailler que sur l'infrastructure et ne pas tenir compte du social, ça ne sert... Enfin, finalement, cette infrastructure sert à qui? On est politique d'abord pour les citoyens. Il faut veiller au bien-être du citoyen. Quand on regarde la part du budget de l'État par rapport au social, le paquet est assez énorme par rapport à d'autres priorités. Mais au Congo, on a mis l'accent sur l'infrastructure. Oui, la législature passée. Mais cette législature-ci, moi, j'aimerais bien voir le social qui marche. J'aimerais bien que quand une personne est malade, qui va à l'hôpital, cette personne se fasse soigner normalement. Tant que la personne n'a pas d'argent, même ne fût-ce que l'argent pour la fiche, on ne touche pas la personne. Il y a beaucoup de gens qui meurent tout simplement parce que la personne n'avait pas d'argent. Par contre, si l'État injectait de l'argent sur, par exemple, le département santé, il y aura déjà moins de difficultés. Or, les départements santé, c'est le parent pauvre, 2% du budget, mais c'est pour faire quoi? Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, voilà, ce sont des choses que je dénonce. Je reconnais que l'infrastructure est bien, ça va, ils ont réussi sur ces plans-là. On nous dit, il y a une croissance économique au Congo qui se fait. Oui, je peux dire que je le constate, je le remarque, parce qu'aujourd'hui, il y a des banques qui arrivent à investir au Congo. Donc, il y a des petites choses qui se font. Mais il y a énormément de choses qui sont mises à côté. L'enseignement supérieur, mon Dieu, c'est une catastrophe, l'enseignement supérieur. La santé, je viens de le dire, c'est une catastrophe. Le social, c'est une catastrophe. Donc ça, moi, j'ai le courage de le dire. Là, ça ne va pas. Mais je ne peux pas non plus dire que rien ne va. Ce n'est pas possible. Une infime partie des choses qui vont. Mais le gros
Il n'y a rien qui va. Mais j'ai le courage de le dire. Je dis très clairement qu'aujourd'hui, les gens du gouvernement congolais vont me suivre. J'y vais souvent au Congo et tout. Ils vont se dire, mais bon, oui, Madame Mandela, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faudrait qu'ils changent un peu le paradigme, qu'ils voient d'abord la société et qu'ils appliquent l'adage que Mobutu avait dit à l'époque, même si je l'ai combattu. Mais il a dit servir et non se servir. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut vraiment que le gouvernement congolais travaille, qu'on endigue la corruption, parce que c'est vraiment la gangrène de la société congolaise. C'est quoi? C'est une petite partie des Congolais qui sont riches et vous avez toute la masse des gens qui sont pauvres. Donc moi je ne serais pas fière de gouverner, d'être à la tête d'un gouvernement ou à la tête d'un peuple qui est en train de souffrir, alors que j'ai tous les leviers pour pouvoir impulser et donner, donner des moyens mettre des moyens pour que ces peuples-là puissent vivre décemment. On ne demande pas que ce soit la richesse à outrance, mais vivre décemment, ne fût-ce que commencer à payer les salaires de tout un chacun. Moi, j'ai mon papa qui est professeur, parfois il fait 6 mois, 7 mois sans être payé, mais non, ça ne va pas. D'accord. Nous tendons à la fin de notre émission. Maman, Nalingi Oyebisa, Olobala, peuple congolais, Nalingala. Pour permettre aux Congolais partout dans le monde qu'à comprendre message nous les anini souci nao les anini pour na peuple tu attends vraiment que non c'est les loba et lirio et loko oyo nyosa la pour na bango pour pousser bango ba voter. Mais je pense que dans tout le bas, on surtout. C'est qu'on a mon organisation pour comprendre bien, tu vas comprendre l'organisation. Et on a bien tout le bas, on tout n'a pas eu que ça là pour na bande qu'on a bisto et puis pour na bon ma peuple pour lequel je vais me battre au Parlement. Et Zali, donc, pour respecter les droits nationaux, pour lutter contre le racisme, automonique, on a biso lelo, moi, je vais les athées parce que tout le monde. Donc, ça aussi, et sur lesquels nous avons travaillé. Il y a aussi problème, il y a ban SSA. Donc, vous voyez que c'est la première maladie génétique en Belgique. Donc, j'étais la seule. Dans Taliboso, il y a un médicament dans le Parlement. Mais s'il était, il faut qu'on continue, il faut qu'on zalane. Donc, ce qui est important, il faut tous aller. Il faut tous aller dans le Parlement pour la ligne. Pour Bisson de Tokoyo comme spécificité, il y a un problème dans le Congolais. Au-delà, il y a politique, tout ça, là, pour la Batunion, pour la Belgique, on est d'abord là pour la Bango et tout. Mais Bisson Tokoyo comme spécificité, il y a un problème dans Bisson, il y a un problème dans la Bisson, la Awa. Dans la maison de repos, tu éviter ce qui lobby va la banque et tout ça, donc voilà, c'est ça le problème pour dire voilà, tous a besoin de payer soutien, toujours bon dans la pour les camarades en abus comme délinquants, voyous et tout. On a aussi ce qu'on appelle bandes urbaines, c'est aussi les dossiers sur lesquels on a travaillé pour que tous mes cas pour éviter que na biso ba koma na ba situation wana. Donc na un projet moko ya comme mabango comme ba groupe ba jeunes na Congo pour na basa la lien entre Congo na Belgique ba racine na bango ba sika ba outil parce que souvent tous autres ka ba ndenge wana ba zo kanisa ba mindele et puis tant ba okutana na problème racisme ou ba okutana na difficulté moko c'est à ces moments là na 18 20 ans va se rendre compte que baza batu mwindu et tout mais bayebi histoire à Congo te bayebi et donc et perturbaka donc il faut tout travailler ensemble na ba pasteur na ba église ba association pour na komeka ko canaliser les Kambwango. Et puis, donc, ma campagne est tellement belle. Donc, c'est que dans le Seigneur, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il faut dans tout ça. Et à mon bon, on l'a pas idée d'abino que la ligne Gisèle T pour la boue. Il y a pas ça qui va tomber tendre dans le yoka ou non. Bon, dans un gars mon copine, vous avez bien vous êtes belle, vous avez bien sauté vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes amoureux, vous êtes bien tout sauté. Bino si honnête yo maman journaliste ba tunyo so ba yebi yo po ole kana télé mais est-ce que yo yebi ba tout son tambola na matongi mais ba yebi yo mais tant ba mona utambola na matongi normalement okena ba bi non ah maman zarafia après ça va tomber tété mais azo bossa na ke yende ayebi yo mais yo yebi ba ngoni so toté donc likamwana bobo sanango puisque dans limité que mututu na nini congolais so tambola na matongi après ça congolais so tombote dans limité mais biso pe to za battre quoi bino donc boza indulgent pour na côté wana mais
important les lois zali que bandeko na biso dans le parlement pour mutu muso ko lobela biso azate. C'est quoi congolais sont entrés en contact na et là on y voit ça. Mais c'est très simple congolais ngo en contact na téléphone ngati. C'est quoi numéro nezani? Numéro nanga. Bon d'abord numéro nanga la congolais non senga nous que peut air mo to luka rapide na information. Boké na internet, boké na Google, bo taper mandaila bo mo ba coordonner na radio soto. Mais na pesi bino ngo 0485 027 224 0485 027 224. Mais se retrouver te ou bien vous ça nous kangite Google Gisèle Mandaila ba coordonner na radio so yebim. Pour na bunti ozo balinga kitoko. Mais il faut apprendre, hein? Les camions, tu dois apprendre. On va apprendre le lingala. On apprend le lingala, oui. Ah, la poto. Bon, on a des loba. Et puis, on a des koyoka. Mais koloba, c'est difficile. On a des quoi à sango. Mais, à force, il y a côtoyer peuple congolais, au Kende Congo, il y a aussi une mission. Donc, on a amélioré un moment. Il y a des jours, on a un frère dans le karaté, mais au moins. Il y a des moments bloqués. Non, il faut. Quiconque peut bien couramment. Na lobaka bien, na évité, mais na lobaka même. Aux hommes de briller peut. Mutaroyo capé très bien, oui, na sara ba discours, na kena ki kuit na sara discours na Kikongo. Ah, sur ça discours na Kikongo, donc tu parles Kikongo. Oui, qu'on parlait, mais. Ah bon. Oui, discours na Kikongo, donc pas Kikongo. Non, ma maman, il y avait pas de baba que non, na ba Kikongo bien aimé. Mais pas comprendre. Comprendre, oui, c'est ça l'essentiel. Bon, on va débrouiller en néerlandais. Non, c'est pour dire que voilà, racine est important, il faut quoi apprendre la langue. Ah, c'est très important. Je vais juste lever un peu le flyers de l'élection qui aura le 25 mai, ce dimanche 25 mai. Vous tous, frères et sœurs, votez Maman Mandaila, vous ne serez pas dessus. Nous avons entendu les arguments, son souci, ce qu'elle aimerait faire pour la communauté congolaise. C'est vrai que promesse en l'air, c'est vrai. La promesse en l'air, c'est la toute première fois. Accordez nos chansons. Il y a voter et après au ce qu'elle va faire. Et par rapport à ça, tu pourras alors dire ce que tu as envie de dire. Maman, peut-être pour ça, si je peux me permettre. Bien sûr. Tant que oui, ça a la mangue l'oroté. La tune juste question mon tango bomona quand même que non, vous avez tamo tout le monde dit mo tous à 4 ans na parlement. Tant bomona que l'accès tout le monde na télé ba parler. Est-ce que vous c'est la rater ça non moi fierté moi mon donc je pense que ne fût-ce que pour la fierté wana, bon ça en sorte que to colorer les sous parlement on est belé, nous ça tout ça là. Il suffit d'aller chercher, de taper un peu, de voir un peu le travail que nous faisons. Nous ça les ébélés, mais to bandi lobby nango bana o bakoya na sima na biso bako continuer musala wana et puis toujours bunda na paix le fait que nous sommes là ils ont permettre aussi de lutter contre la discrimination. C'est important que tozala to préparer nzela comme je dis toujours to préparer biso préparer tous les pionniers. C'était beaucoup plus difficile en 2000 quand nous avons commencé à 3 le lot to pusani tozana expérience ba na musuba tozo benda baleki na politique hein ba musuba zabe miko to benda baleki na politique baya to na nini comme ça tant biso to longwaka bango bazali et puis to fongola ba onzela ba difficulté o biso to kutana ki nango ba kokuta nango su mingi te puisque to ko benda bango to la sabon qui était so sali boye o kokwe ya so sali boko ko moni to préparer déjà nzela o biso tant to to sai biso moko muta relaxo azate mais to bundani siko to yeba nzela donc c'est ça c'est important et il faut to zala vraiment il faut to colorer par le parlement ba parlement aussi il faut to colorer en donc c'est facile. Moi je suis 8e dans la liste FDF liste numéro 6 dans la 8e donc voilà mokola le 25 bo pesanga ba voix so penza bolingité bolingi pe Gisèle tenini tous a bande connexion mususu pe bazala ba liste mususu bo pesa bango pe ba voix donc CDH boko Bertaza Mijanaza na PS tous a ba Nicole Bomele ba Lydia Moutiebele tous a ba tuna biso bo pesa bango ba voix so penza bolingité mais au conseil bi bo pesa ba voix c'est normal quand même au conseil bi bo pesa ba voix pourquoi parce que l'expérience est là l'expérience est là. On connaît déjà les choses, on avance, on peut attirer. Parce que si on a pesi bato asi longo les biso, on pesi tout avoir te. On pesi bato asi kaka ba voix, ba bande les soit à zéro. Donc le travail entamé ne va pas se faire. Or nous on doit continuer le travail comme ça on va y avoir dossier ensemble et plus nombreux nous serons au parlement, plus nous allons défendre ba besoin na biso na ba demande ya ba congolais. Donc
Tomiko sanate to bagina linga kete na linga non 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 puisque le mot oebite mukoni ni problème oyababa oyebi mokolote oyebi ngongate mais la même chose oebite mukoni problème ekoele là-haut on a besoin na biso. Donc moi titre qui député et ko aider yo mais ce qui l'autre zate tant on y retrouver biso to kinde ko où est-ce qu'on va aller demander un soutien, tout ça est source na poité, des choses comme ça. Donc c'est important d'aller voter et de nous donner des voix pour qu'on puisse vous représenter, même si on a un problème les lotés ba loba que non camarade nanga ou bien de konanga ça un problème peut-être à mona Gisèle ou à mona Motoboé et tout, donc il faut appeler ça ba voix. Puis on ça fait attention. Beaucoup sont en train de dire qu'ils vont voter NVA et tout. Vraiment bande konanga likambo NVA na bobosana. Bobosana pour bozo pesa machette na moto nga kata ko kata branche ou bien étape et entité ce qu'on vend. Et ça pourquoi vous pouvez pas voir les lois CPLI à Mati. Donc la politique au Yarosala c'est totalement l'encontre. Il y a pas intérêt nabino. C'est la NVA ou ya boya qui regroupement familial et appliqué par Madame Desblocs dans OpenVLD. C'est NVA ou ajoute la politique il y a discrimination par rapport à la population d'origine étrangère. Pour la grande inverse à Mati si ba pris il y a pas de document par rapport aux étrangers. Donc, c'est déjà discriminatoire. Ils ont acquis 14 ou 15 euros et comme ils se 250 euros pour nos documents. Et tout. Donc, imaginez ce que chaque fois, dans la commune, qu'est-ce qu'il va faire? Nous 5 documents et belé. Peut-être que moi, on a 5 ou 4 documents, c'est 1000 euros. Ils ont salaire, mais qui n'est pas pour le papier. Donc, vous imaginez que non, c'est une politique pour pousser les étrangers en dehors d'Anvers. Et puis, s'ils arrivent au gouvernement, c'est la politique qu'ils vont appliquer pour nous pousser. Poussé par tout le monde du Libanda. Il y a déjà ces deux politiques-là et donc toute la politique de l'immigration et de l'asile. Pour la Bango, c'est niet, on ne donne plus l'asile et tout. Donc, faites attention par rapport à la partie flamand qui ont voté. Les partis francophones, ce sont les partis qui défendent encore les intérêts des citoyens et des Congolais ici en Belgique. Non, ouais, parti francophone, va soutenir le gouvernement dans le Congo et tout ça. Ok, mais je pose la question. Vous connaissez le parti flamand va soutenir le gouvernement à Congo. Vous vous trompez. Moi, j'étais au gouvernement. La Belgique, c'est un pays qui travaille par coalition. Donc, toutes décisions qui se prennent pour nous soutenir tel gouvernement se prennent en collégialité. Donc, les Flamands sont plus nombreux que les francophones au gouvernement. Donc, s'il y a vote, ce sont les Flamands qui votent les plus. Alors, oh non, nous on n'aime pas. Mais entre-temps, ils ont voté. Ils sont plus hypocrites que les partis francophones qui au moins disent, voilà, on y va. Mais les Flamands votent tout autant que les partis francophones, si pas plus, dans le gouvernement pour décider des questions du Congo. Voilà, donc soyez vigilants. Nous sommes dedans et nous savons ce qui se passe. Donc ne vous leurrez pas, bossez l'attention pour voter plutôt par parti francophone. Et j'ai appris que vous étiez la première femme noire à pouvoir prêter serment. Oui. Ici en Belgique. Comme ministre, oui. Mais comme à prêter serment auprès du roi, oui. Je suis la première, oui. C'est une fierté de voir aussi dans le Parlement une toute première femme noire prêter serment. Et quand on demande la nationalité, elle est de quelle nationalité? Non, c'est une Congolaise, c'est une fierté pour nous. Alors, peuple de Dieu, partout où vous êtes, vous avez entendu le message que la députée nous a emmené aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment vous inviter à pouvoir voter Maman Gisèle Mandaïla. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.